C'est reparti pour une semaine de politique sur France Info, chaque matin à 8h30 avec Marcelo Vesfred. Bonjour. Bonjour. Vous revenez en deuxième semaine, journaliste Fidèle au poste. au Figaro. Notre invité aujourd'hui, Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Député de Paris, ancien ministre. Alors ça ne nous rajeunit pas, hein. C'était du temps d'Alain vrai. Juppé pour les plus jeunes qui nous écoutent. Gouvernement Juppé. Claude Goasguen, le premier en plus. En 95, au mois de juin. La situation, Claude Goasguen, dégénère au Venezuela avec d'un côté le président Maduro qui dénonce des tentatives d'attaque terroristes. De l'autre côté, visiblement une partie de l'armée qui semble se désolidariser du chef de l'État. Est-ce que vous craignez le pire au Venezuela et Oui, pourquoi pas ça rappelle un peu le début des incidents au Chili, quoi, en espérant que ça ne se termine pas pareil. Les Américains ont beau dire qu'ils ne sont pour rien, le Venezuela étant ce qu'il est, la proximité avec les États-Unis, sa puissance pétrolière. Pensez à la main des États-Unis derrière. Oui, il le nie. Mais justement, parce qu'il le nie si fort, on ne peut pas ne pas imaginer que la CIA est pour quelque chose quand même dans ce qui va se passer au Venezuela. Vraiment que c'est le même schéma que le Chili de Pinochet. Un petit peu, en tout cas ça ressemble. Ce n'est pas le même schéma parce que la situation n'est pas la même. Mais enfin, de toute évidence, il va y avoir des incidents très graves. Parce que Maduro a installé un régime qui est un régime illégal, quoi. Enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait, quoi. C'est un régime dictatorial, ce qui n'était pas le cas au Chili. Mais de toute évidence, la puissance vénézuélienne, qui est un énorme pays, qui est très riche et qui est très divisé, va attirer certainement les États-Unis, je crois, qui considèrent toujours cette partie de l'Amérique du Sud, en tout cas, comme la terre réservée des États-Unis. Les États-Unis qui ont décidé de sanctions contre des hauts dignitaires vénézuéliens. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait faire la même chose ? Je pense que ce régime est un régime qui va nous attirer des ennuis considérables, des guerres civiles probablement, parce qu'on sent bien qu'une moitié de la population est contre l'autre moitié de la population, qu'il ne suffira pas de sanctions, que vraisemblablement tout ça va se terminer par des armes. On voit bien d'ailleurs que la révolte vient des militaires. Donc je pense que l'Union européenne devrait, de ce point de vue, avoir une attitude beaucoup plus offensive. Avec d'ailleurs des milices qui sont entrées dans la partie c'est un pays très violent, le depuis Venezuela, quelques jours. Écoutez. Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une action civique et militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ça, c'était l'attaque d'une base militaire. Oui, hier, ce genre d'action, elle risque de se multiplier selon vous. Certainement. Comment empêcher une guerre civile? Tout le monde aujourd'hui estime que c'est un risque de plus en plus probable. Comment l'éviter avant qu'elle ne démarre Probabilité vraiment absolue. Mais je dois dire, l'opinion internationale ne s'est pas suffisamment intéressée à Chavez, à son successeur, à la manière dont les choses avaient été spoliées, parce qu'il y a eu quand même des abus considérables avant Chavez au Venezuela, une différenciation de population, et puis voilà, c'est tout. C'est un pays qui est en pleine mutation. Et qui la France a un rôle à jouer dans cette crise. La France, dans le cadre de l'Union européenne, parce que la France n'a pas de possibilité ni militaire ni économique d'intervenir toujours toute seule. Elle le fait déjà suffisamment en Afrique. C'est pas la peine en plus que le Venezuela soit un de ses objectifs fondamentaux. La France, justement, où vous abordez votre dernière semaine d'un marathon parlementaire. On a l'habitude, quand même. Cet été, comme souvent en début de quinquennat. Le bilan pour vous de ces débats, des premières semaines d'abord des parlementaires En Marche, et puis de cette loi de moralisation qui sera définitivement votée cette semaine, normalement? Très intéressant. Très intéressant pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude maintenant des débats politiques. Je dois dire que je ne me suis pas ennuyé dans le spectacle nouveau que donne l'Assemblée nationale. Je le dis sans critique excessive, parce que vous savez, un début d'Assemblée nationale avec un tel changement implique qu'il y ait des députés qui soient pas expérimentés. En clair, on ne peut pas demander du renouvellement sans avoir des gens expérimentés. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai observé surtout les députés d'En Marche, qui sont très diversifiés d'ailleurs. Au fond, vous savez, ce parti d'En Marche, c'est un aggloméré d'anciens députés socialistes, de permanents socialistes et de vrais qui viennent véritablement de la société civile. Donc je crois d'ailleurs que son unité ne sera pas facile à réaliser. Et qu'il y a entre En Marche et Macron une différence pour le moment, on ne saisit pas encore, mais qui est vraie. En réalité, au-delà du phénomène Macron, on a assisté à une crise politique de ras-le-bol
des partis politiques traditionnels, le Parti républicain, le Parti socialiste, dont on voyait bien d'ailleurs depuis plusieurs années que la crise était là, quoi. En réalité, quand on regarde dans le temps passé, on voit bien que tout ça n'allait plus. Bayrou qui faisait 20% quasiment contre Sarkozy, Strauss-Kahn qui arrivait, Monsieur etc. Goasguen, sur la loi de moralisation, est-ce que vous serez là, vous, le 9 août, pour voter l'adoption définitive, ou est-ce que vous serez en vacances? Elle a été votée d'ailleurs, ça y est. Non, la loi ordinaire, mais il y a une loi organique. Oui, mais c'est celle-là qui est intéressante. Une grande partie des parlementaires seront en vacances. Moi, je serai là. Je n'ai pas de mérite, je suis à Paris, alors je partirai un peu plus tard. La loi organique, je voterai contre, et je suis en train de préparer le recours au Conseil constitutionnel. Vous voterez contre la loi de confiance, la loi de moralisation de la vie publique? Non, c'est la partie organique, puisque l'autre est votée. La loi organique sur laquelle on ne fera pas de recours au Conseil constitutionnel, c'est une loi organique, donc elle est examinée par le Conseil. Mais nous avons accepté de déposer un recours au Conseil constitutionnel en tant que républicain, et je suis en train de participer à cette rédaction, étant un peu juriste. Simplement, vous nous avez livré votre analyse du ras-le-bol des partis traditionnels. Il y a encore 1 an, peut-être même 6 mois, personne à droite chez les Républicains ne parlait d'un ras-le-bol de ses élus, de son parti. Parce que nous avons été myopes, et je crois qu'au fond... Myope sur le ras-le-bol ou myope sur François Fillon et l'avis des Français par rapport aux affaires qui ont entouré sa candidature? Ça a été le coup fatal, quoi. Hollande, ça a été le coup de fatal à gauche, et François Fillon, ça a été le coup de fatal à droite. Le programme de François Fillon était accepté par les Français. Le problème, c'est que François Fillon a porté jusqu'au bout, a fait crever l'abcès au fond que les Français se sont dit, ces partis politiques, ça ne sert plus à rien, ces espèces de sectes fermées sur eux-mêmes qui s'écoutent parler et qui n'écoutent rien. Mais là, c'était le déménagement. La droite de demain et de peut-être d'après-demain aussi. Faut qu'elle change. On en parle dans quelques instants avec vous, Claude Goasguen. On fait d'abord un tour de l'actualité de ce lundi 7 août à 8h40. Léo Chapuis. Le dispositif pour alerter la population en cas d'attentat doit être revu et corrigé. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire qui est remis ce matin au gouvernement. L'application pour les téléphones portables notamment est jugée complètement défaillante. Elle a connu plusieurs ratés, entre autres lors de l'attaque de Nice. En pleine crise dans les campagnes, les agriculteurs ont l'occasion ce matin de présenter leurs doléances à Emmanuel Macron. Les syndicats agricoles sont reçus à l'Élysée dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Dans l'actualité aussi, la communauté chinoise qui va se rassembler cet après-midi à Aubervilliers en région parisienne. Rassemblement en mémoire du père de famille chinois tué il y a 1 an lors d'une agression. Une affaire qui avait suscité, souvenez-vous, l'indignation de la communauté chinoise qui avait manifesté pour dire stop aux attaques racistes. Et puis, nouvelle désillusion pour la Jamaïque aux mondiaux d'athlétisme. Après la 3e place d'Usain Bolt, eh bien, la Jamaïcaine Helen Thompson n'a pu faire mieux que 5e hier en finale du 100 mètres chez les dames. C'était pourtant elle la favorite. C'est l'américaine Tori Bowie qui est sacrée championne du monde. France Info. Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris, est l'invité de France Info ce matin. La droite doit changer, vous le disiez il y a quelques instants. Il y a un homme qui l'a dit aussi, qui était à votre place il y a quelques jours, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez. Moi, je veux qu'on unifie avec Debout la France, les Républicains, une partie du Front National. Je suis convaincu que le Front National ne gagnera jamais seul comme il est aujourd'hui. Je suis convaincu que les Républicains ne gagneront plus jamais seuls comme ils sont aujourd'hui. Et qu'il faut bâtir un programme commun, sérieux. C'est ça la droite de demain, non, programme commun avec le FN et Nicolas Dupont-Aignan? Ça, c'est la facilité de Dupont-Aignan. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. En réalité, je crois que ce qui est contesté désormais dans les partis politiques, c'est leur forme d'existence. Les partis politiques sont fermés, il faut les ouvrir. Les partis politiques sont-ils idéologiques? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que la France sera marquée par les idéologies? Moi, je crois que l'idéologie socialiste est morte. Un certain nombre de gens du parti En Marche sont sociodémocrates. Je crois en revanche que le libéralisme a de l'avenir dans sa plasticité. Mais je souhaite que les Républicains changent totalement. Nous sommes en déshérence totale. Depuis la défaite de Fillon, ce parti est illégitime, il n'a plus de statut, il n'a plus de fonctionnement, il n'a plus rien. Il manque un chef, des idées? Qu'est-ce qu'il manque? Un chef, oui, chaque fois c'est le chef, mais le chef viendra après. Les idées aussi. Hein. Les idées, il y en a. Les idées. Non, je crois que le programme de Fillon, s'il n'y avait pas eu cette campagne catastrophique de Fillon, le programme était accepté et il est bon. Sur certains points, il faut le modérer, mais enfin, on voit bien que nous avons un programme, ce qui est déjà pas mal. Maintenant,
il faut absolument s'ouvrir, quoi. Il faut arrêter ces de société civile, de coquins et de copains qui vraiment... La France est fragile, vous savez, en ce moment. Elle est très fragile. Un sujet qui concerne la droite, une perquisition devait avoir lieu au Sénat sur l'affaire Michel Mercier. La justice voulait aller chercher un certain nombre de documents et le président du Sénat, Gérard Larcher, s'y est opposé. Est-ce que vous n'y voyez pas là une obstruction ? Ben non, il en a le pouvoir. Il en a le pouvoir, même si ça... Mais fallait-il l'utiliser, vous vous rappelez qu'il y avait eu le même problème à l'Assemblée nationale il y a quelques mois sur les mêmes malheureuses affaires. Non, ce qui va être embêtant sur Mercier, c'est qu'il va aller au Conseil constitutionnel et il va examiner la loi sur les emplois familiaux, quoi, dont lui-même est actuellement dépositaire, non pas d'une mise en examen, mais d'une enquête préliminaire. C'est un peu embêtant quand même. Un sujet je répète, la France est très très fragile et sensible. Les Français ont les nerfs à vif, je vous assure. Ça part très vite. Regardez la polémique sur Madame Macron. Franchement, 150 000 personnes qui signent. Un sujet justement qui peut faire réagir à droite comme à gauche, celui des migrants. Emmanuel Macron a proposé la mise en place de hotspots en Libye. Gérard Collomb était interviewé hier dans le JDD, fait une distinction entre demandeurs d'asile et réfugiés économiques. Écoutez ce que lui répond un responsable d'association. Les plus grosses famines sont en train de se déclencher en Afrique et on va dire non, on va prendre que les réfugiés, on va pas prendre ceux qui meurent de faim, on va plutôt prendre les gens qui sont dans des conflits de guerre, on va pas prendre les gens qui meurent parce qu'ils mangent des galettes de terre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'aujourd'hui la France n'est pas assez solidaire ? Est-ce que selon vous elle n'a plus les moyens d'être solidaire ? Elle est solidaire comme toute l'Union européenne, c'est-à-dire mal, car en fait c'est une politique beaucoup plus large. Probablement j'interpellerai le gouvernement mercredi sur les hotspots en Libye. Je crois que c'est une erreur. Vous y êtes favorable ? Ah non, pas du tout. Je crois que c'est une erreur de mettre des hotspots en Libye. Je suis plutôt favorable aux hotspots sur le continent européen. Rappelons que je suis favorable à une politique européenne administratif à l'extérieur du pays. Purement hotspot français. C'est-à-dire que la France prend toute seule l'initiative d'installer des hotspots en Libye, alors que la logique eût été de mettre des hotspots au moins européens. Et en Libye, c'est un peu impossible à faire. Pourquoi ? Il n'y a pas d'État. C'est-à-dire, vous allez mettre des fonctionnaires C'est une annonce français. qui va de pair avec une réunion qui a eu lieu à l'Élysée pour tenter de réorganiser l'État libyen. Franchement, mon sentiment, c'est qu'on a voulu faire un communiqué de presse, quoi, parce que tout ça n'est pas faisable. On ne peut pas aller en Libye comme ça, s'installer, à dire à des gens qui viennent de traverser le Sahara dans les pires difficultés, écoutez, mon cher ami, je vous aime beaucoup, mais vous faites partie de l'asile politique. Ok, prenez votre bateau, on va vous amener en port. Et puis l'autre qui est à côté... C'est pas plus efficace que de faire les mêmes raisonnements, mais une fois arrivés en Grèce. Oui, non, mais d'abord ils vont pas à Grèce, les Sahéliens. Hein. Ils vont en Italie, et l'Italie commence à prendre des mesures parce que l'Italie est complètement débordée. Je vous signale quand même en chiffres que j'ai vu le maire de Menton encore récemment. Il est passé à Menton depuis le début de l'année 35 000 personnes. Frontière franco-italienne. Frontière franco-italienne, 35 000 personnes. C'est-à-dire que, au fond, quelqu'un à qui on dit en Libye, eh ben, vous rentrerez pas, il rentre quand même. Hein. Donc c'est vraiment un coup de communication, une erreur et probablement quelque chose de dangereux vis-à-vis, d'ailleurs les Européens n'ont pas marché, vis-à-vis de la communauté européenne et vis-à-vis même du rôle que peut avoir la France. Parce que ça peut vouloir dire aussi que la France est le seul pays attractif. Ça fait bien dans les journaux. Mais il faut comprendre que les gens qui arrivent du Sahel ne le prennent pas de cette manière. Là, il y a vraiment une erreur de précipitation. Claude Goasguen, vous êtes un élu parisien, conseiller de Paris, député de Paris. Comment avez-vous accueilli la décision attendue du CIO? Ça sera dans un peu plus d'un mois maintenant à Lima, mais enfin, a priori, les jeux sont faits sur le fait que Paris accueillera les Jeux 2024. Très heureux. Très heureux. Très heureux. Même pour le contribuable parisien. Écoutez, je crois que les Jeux Olympiques vont donner à Paris une allure internationale qui est nouvelle. J'ai même félicité Madame Hidalgo qui a eu un rôle important. Je note d'ailleurs qu'on ne parle jamais de Madame Hidalgo du côté de Macron. Regardez les débats, vous verrez que le président Macron essaye de récupérer les Jeux Olympiques. Paris a fait un bel effort, c'est un effort unitaire. Nous allons avoir une ville qui va pouvoir s'améliorer, la Seine-Saint-Denis, sur lequel il y aura des travaux, le sport international. Et je trouve que tout ça est très bon pour Paris. Laura Flessel s'en réjouit aussi, évidemment. La ministre des Sports fait déjà des calculs également. C'est un développement, un impact économique. On parle de plus de 11 milliards d'euros. C'est plus de 250 000 emplois
C'est plus de 4500 logements gérés sur la Seine-Saint-Denis. C'est la création d'une piscine, lorsqu'on sait qu'une personne sur 7 ne sait pas nager en France aujourd'hui. C'est la France qui rayonne. Alors ça, c'est sur le papier. 11 milliards, c'est le très haut de la fourchette en termes de retombées. 6 milliards et demi, c'est le budget quand on sait qu'aucune ville sur les 50 dernières années n'a réussi à tenir son budget pour les JO. Vous y croyez, vous, à ces jeux rentables? Si, Los Angeles, justement. J'ai été aux Jeux Olympiques de Los Angeles il y a très longtemps. Ils avaient réussi parce qu'ils avaient fait des équipements démontables. Les Américains ont l'art de ne pas perdre trop d'argent quand il faut. Ben écoutez, il faudra le faire. Atlanta, 12 ans plus tard. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est Coca-Cola ou Pepsi, je ne sais pas quoi, qui a payé. Mais moi, je trouve que, écoutez, Paris mérite les Jeux Olympiques. C'est une ville dont il faut redorer le blason. Il y a une grande métropole qui se construit. Bon, il faudra gérer ça intelligemment, en commun. D'ailleurs, moi, j'ai proposé à Madame Hidalgo, avec les Républicains, de travailler avec elle sur ce sujet. C'est un bon sujet pour Paris. Alors, évidemment, il y aura toujours des mécontents, surtout dans un pays, je répète pour la 3e fois, la France est un pays d'une extrême fragilité intérieure. Et d'ailleurs, vous croyez que quand les Français voient certains montants de transferts, restons dans le sport, en football, celui du Brésilien Neymar, il n'y a pas un côté un peu immoral? Immoral, je ne dirais pas, parce que ça rapporte quand même 200 millions d'impôts, quand même. Ça rapporte. Et puis, bon, écoutez, moi, j'aime le sport. J'aime pas trop le sport professionnel. Je sais bien tout ce que ça a d'artificiel et de clinquant, combien des gens peuvent protester. Mais là encore, c'est Paris. Il faut redorer le blason de Paris. Paris est une grande capitale internationale. Je me félicite que je Donc, la Tour Eiffel aux couleurs du Brésil et du Paris Saint-Germain, écoutez, ça me dérange pas. Je suis pas très footeux. Moi, je suis plutôt joueur de rugby. Mais très franchement, c'est bien que Paris soit à l'honneur. Bon, le Stade Français est un peu moins bien il y a encore quelques semaines. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Il respire avec un investisseur, non pas qatari, mais allemand du côté du club de la capitale. Je leur souhaite un bon championnat. En rugby, voilà le message du député de Paris. C'est dans votre arrondissement d'ailleurs que se situe le stade. Mais moi, je suis Toulonnais, alors je peux faire Toulon. Aïe. Mais j'aime le Stade Français. Ça sera un favori du championnat cette saison et du top 14. Merci Claude Goasguen d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Merci à Marcelo Vesfred. On se retrouve demain.